Bonjour à tous, et voilà, c'est parti pour un nouveau rendez-vous de la laïcité, un nouveau numéro de votre magazine En quête de sens. Bienvenue à Libre Ensemble. Libre Ensemble, aujourd'hui, va vous parler de vous. Oui, de vous, mais un vous venu peut-être du futur. Que diriez-vous, par exemple, de vivre plus longtemps et en meilleure santé? Que diriez-vous d'oublier les maladies génétiques, héréditaires ou liées à la vieillesse? Que diriez-vous même de pouvoir aller transformer un peu le caractère type de vos enfants ou petits-enfants dès le stade fœtal? Eh bien tout ça, le transhumanisme le propose. Mais qu'est-ce qu'en fait le transhumanisme? Y croyez-vous? Pensez-vous à l'homme amélioré de demain? Ne me répondez pas tout de suite. Veuillez d'abord écouter les invités que je reçois aujourd'hui sur ce plateau un peu futuriste en fait, parce qu'il est quasi totalement, il est virtuel et sans la magie de l'équipe de notre réalisateur Bernard Alu, il n'en serait rien. Alors vous sentez-vous bien sur notre plateau virtuel du futur ? C'est un petit peu épuré, mais justement, c'est pour nous concentrer encore un peu mieux sur le sujet qui nous attend aujourd'hui. Je vous présente Nathalie Grandjean. Vous êtes chercheuse senior à l'Université de Namur et philosophe. Et Charles Suzanne, vous êtes, docteur en biologie, professeur d'anthropologie et de génétique humaine à l'ULB et à la VUB. C'est bien cela. Vous êtes là tous les deux parce que vous y connaissez un brin sur le transhumanisme. Nathalie Grandjean, vous aviez sorti il y a 3-4 ans de cela un livre qui porte bien son titre, Corps et technologie. Et vous, Charles Suzanne, il est tout chaud, tout frais, il sort des presses et des éditions Espace des libertés du Centre d'action laïque. C'est l'homme amélioré, vous avez dit humain. Alors, je dois dire que pour préparer cette émission, le transhumanisme, je n'y connaissais pas grand-chose. Je pensais plutôt à la transhumance. Vous allez me dire, le fait de s'occuper du troupeau, c'est peut-être pas complètement à côté de la plaque, parce que le transhumanisme veut s'occuper du troupeau, des humains, qu'on emmènerait vers quoi? Vers une espèce d'immortalité biologique, Charles Suzanne. Premièrement, expliquez-nous, définissez-nous le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est et de quand est-ce que ça date, ce terme-là? Pour l'histoire du terme, tout dépend de la manière dont on conçoit l'histoire du transhumanisme. Disons que le terme lui-même est assez récent finalement et est issu des travaux de Ray Kurzweil, par exemple. Mais on pourrait aller jusqu'aux Lumières parce qu'enfin l'homme augmenté, l'amélioration de l'humain date des Lumières. Condorcet est considéré par certains comme un des premiers transhumanistes, par exemple. Donc le transhumanisme, c'est l'homme augmenté, l'homme amélioré par un ensemble de technologies et de sciences tout à fait récentes qui convergent. C'est à la fois de la biotechnologie, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives, et toutes ces sciences convergent vers une possibilité, en tous les cas, d'amélioration de l'humain. Le transhumanisme, je me suis laissé dire aussi que ça venait beaucoup de la Silicon Valley, début des années 80, où quelques utopistes se sont dit, voilà, on va marier tout ce qui est technologie pour améliorer l'homme. Est-ce qu'on peut l'opposer à d'autres courants, post-humanisme par exemple? Quelle différence doit-on faire dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça englobe? Vous avez raison, c'est dans la Silicon Valley que l'origine probablement du terme se trouve en effet, mais il faut le confronter, me semble-t-il, au post-humanisme alors. Alors pour ma part, je considère plutôt que le post-humanisme, c'est une utopie quelque part de la sortie du corps, de sortir de ce corps qui est considéré comme trop vulnérable. C'est plutôt des utopies, c'est plutôt des fantasmes de science-fiction. On mélange constamment dans le post-humanisme science et fiction, des fantasmes et des possibles réalités. Alors, chère Suzanne, dans cette émission laïque, on va quand même rappeler que c'est tout un travail laïque que de surveiller l'évolution de l'homme. Et vous dites dans votre ouvrage, page 9, vous rappelez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, juge comme un droit fondamental d'avoir la meilleure santé qui soit. Donc, quartier libre en quelque sorte. Santé physique, oui, et même santé psychosociale pour l'OMS. Et donc, depuis cette déclaration, l'utopie est en quelque sorte une santé parfaite. Alors, dans votre livre, on en reparlera, tous ces termes en introduction sont définis. Nathalie Grandjean, vous, dans votre livre, en tout cas, comment est-ce que vous pourriez nous définir le transhumanisme? Donc, mon livre
qu'on a coordonné il y a quelques années n'était pas un livre. Oui, voilà, corps et technologie, c'était plutôt un livre qui s'intéressait à la manière dont les corps et les technologies s'entremêlaient et pouvaient produire, entre guillemets, d'autres corps. Et donc l'idée, c'était de penser l'hybridité. Donc on avait demandé à plusieurs collègues, de disciplines différentes, de donner un peu leur avis. Donc c'était pas vraiment, à cette époque-là, on ne parlait pas encore vraiment beaucoup de transhumanisme. Le transhumanisme était plutôt ce qu'on entendait par post-humanisme, justement. Et donc, dans cet ouvrage, il y a toutes des réflexions assez intéressantes sur la manière dont les corps travers cette technologie, en fait, transforment la manière dont on conçoit notre propre corps. Donc, par exemple, si on prend l'affaire Pistorius, donc vous voyez, Pistorius, il a été assez médiatisé ces derniers temps, plus pour les raisons de prothèse, mais pour ces raisons de son procès. Problème, mais on sait que c'est un homme qui est né en fait sans jambes, à qui on a mis des prothèses très tôt. Et donc il est devenu sportif de haut niveau et il a participé d'abord à des compétitions pour les handicapés. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait avec ses prothèses, il allait beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Et donc on a dit, alors là, il y a un désavantage, il faut qu'il aille avec les gens normaux, valides. Mais quand il était avec les gens normaux valides, on a dit mais non, il est augmenté, il n'est pas tout à fait naturel, il n'est pas comme nous. Et donc il y a eu toutes des controverses, si vous voulez. Bon, je vais passer sur la résolution juridique de cette controverse, mais ce qui était intéressant, c'est de réfléchir à la manière dont finalement les technologies nous transforment et transforment aussi la manière dont on peut se concevoir en tant qu'être humain et en tant que corps. Elles sont très vastes, ces technologies-là, parce qu'on peut alors rappeler qu'un pacemaker, c'est aussi améliorer le cœur de l'homme, et ça ne date pas d'hier. Mais on va jusqu'à des avancées qui font peut-être un peu plus peur, on en reparlera plus tard de cette peur que nous avons quand même de toutes ces technologies-là, avec 23 embryons, j'ai lu ça, améliorés par des généticiens chinois. Récemment. Qu'est-ce que ça offre comme éthique, ça, professeur Charles Suzanne? C'est naturellement l'utilisation du corps humain avant la naissance. Je dirais d'abord, pour répondre à votre question, qu'il me semble qu'il est devenu de plus en plus difficile aujourd'hui de séparer une médecine thérapeutique classique d'une médecine améliorative. Entre soigner et améliorer. Soigner et améliorer, la chirurgie esthétique, le traitement de la stérilité, le traitement de la ménopause, que sais-je encore. Je crois que la plupart des comités bioéthiques seront d'accord pour dire qu'il n'y a pratiquement plus de différence à faire entre médecine classique et médecine améliorative. Pour ce qui concerne les embryons, soyons clairs, quand on dit embryon, dans ce cas-ci, il s'agit de 4 à 8 cellules. Libre à chacun de mettre tout ce qu'on veut derrière ces 4 à 8 cellules, mais c'est ni plus ni moins. Et ce sont des cellules que l'on peut considérer comme totalement indifférenciées. Il y a beaucoup de techniques qui existent déjà. À ce niveau-là, c'est les techniques de diagnostic pré-implantatoire, par exemple, en passant par la fécondation in vitro, sur ces 4 à 8 cellules, d'isoler une seule cellule et de voir sur l'ADN de cette seule cellule si l'embryon est porteur ou non d'une maladie congénitale, d'une mutation, par exemple. On est loin alors de choisir la couleur des yeux ou le goût prononcé pour la danse ou la musique de son futur enfant. Pourtant, on en parle, on dit que demain, on pourra le faire. On dit. On peut fantasmer, si vous voulez, oui. Ça. Mais justement, tout ce qui est possible n'est pas forcément licite. Nathalie Grandjean, c'est d'ailleurs votre travail. Expliquez-nous. Vous, on vous donne une technologie nouvelle ou une idée nouvelle et votre travail serait d'en juger éthiquement. Racontez-nous. Voilà, donc je suis chercheuse à l'Université de Namur en faculté d'informatique, mais aussi au CRIT, donc le Centre de recherche en information, droit et société. Donc je m'occupe particulièrement de technologie IT. Donc je ne travaille pas sur les embryons ou sur du vivant ou de l'organique. Mais voilà, mon travail consiste à faire de l'évaluation éthique ou de l'évaluation en acceptabilité sociale des nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies en IT sont extrêmement larges. Elles vont des technologies de surveillance biométrique aux technologies d'assistance. Et maintenant, il y a beaucoup de recherches autour de l'assistance dans les maisons intelligentes à destination des personnes très fragilisées, qui ne sont plus autonomes chez elles
professionnels et pour qui ces technologies seraient justement une aide pour rester à la maison. Oui, parce que toutes ces technologies vont forcément aider à un moment ou l'autre l'homme. L'homme crée toujours quelque chose pour lui, évidemment. Exactement. Donc, par exemple, il y a l'idée d'une canne blanche intelligente à destination des malvoyants. Il y a l'idée, par exemple, d'un pilulier électronique ou d'une interface sur une tablette qui pourrait faire de la réconciliation médicamenteuse. Alors là, expliqué comme ça ne fait pas vraiment transhumain, hein, dans le sens où on a un imaginaire transhumain qui fait que les technologies seraient incorporées à notre corps. Ouais, mais là, elles sont plus science-fiction. Voilà, c'est plus l'imaginaire de la science-fiction. Mais là, elles nous sont extérieures et en même temps, elles participent à notre rapport au monde et donc elles font partie de notre incorporation, si vous voulez. Et donc, dans notre travail, ce qu'on fait, c'est on ne fait pas simplement de l'évaluation éthique qui ferait une espèce d'assessment de toutes les valeurs. Est-ce que les valeurs d'autonomie, de bienveillance, de non-malfaisance sont respectées, mais on essaie de faire de la prospective et donc de voir tous les scénarios possibles pour cette technologie. Donc on essaie d'évaluer les différents contextes, de rencontrer les futurs acteurs, parce que ce sont en général des technologies qui n'existent pas encore. Donc on ne peut pas tout à fait tester les technologies. Mais on peut anticiper un certain nombre de choses dans la manière dont elles vont faire usage dans le social. Donc c'est grâce ou à cause de vous que l'on va se retrouver avec des technologies bonnes ou moins bonnes pour l'homme, en quelque sorte. Et en même temps, une fois que la technologie est lancée dans le social, elle fait sa propre vie. Hein. Alors ces puces, par exemple, ces puces RFID, c'est cela que l'on se met dans la main. Bon, c'est très futuriste. Quelques personnes au monde se sont fait greffer cela. Comment ça se passe? On peut ouvrir des portes, on peut imprimer des choses. Il paraît même qu'on peut contrôler les médicaments qu'on a ingurgités. Ça, c'est passé par un comité éthique, par exemple? Bon, alors, évidemment, toutes les utilisations sont possibles. Hein. Je pense que là, le champ est vraiment ouvert. Alors, en même temps, il n'y a pas que... Enfin, ce n'est pas simplement à destination des gens dans un cadre qui serait surveillé par des comités éthiques, c'est aussi à destination des monsieur, madame, tout le monde. On sait qu'il y a une boîte de nuit aux États-Unis qui a proposé à ses clients de se faire greffer une puce RFID de manière à payer beaucoup plus facilement les consommations au bar. Bon, là, il n'y a pas de comité éthique possible, c'est juste que, voilà, là, ça dépend du consentement du client. Oui, les gadgets. Donc, alors, évidemment, c'est en amont de design technologique qu'il est intéressant d'avoir des éthiciens, des sociologues, des anthropologues et d'avoir un comité éthique vraiment interdisciplinaire pour penser justement les différents scénarios. Je ne pense pas que quand on a pensé au RFID, on a pensé que ça servirait un jour à pouvoir payer ses consommations plus facilement dans les bars. Mais tout est tellement possible qu'on est tellement dans l'ouverture de plein de choses que les financements et les recherches vont bon train pour le moment. Dans votre livre, vous parlez d'ailleurs, Charles Suzanne, des acteurs de ce transhumanisme. Qui sont-ils, ces acteurs-là? Et pour avoir une idée, quel financement octroie-t-on et par qui pour ces recherches-là? C'est énorme, je crois. Ah, ce sont des sommes énormes, c'est des milliers de milliards de dollars. Si l'on reparle de la Silicon Valley, c'est essentiellement ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Mais cela va bien plus loin. Je veux dire par là que nous sommes dépassés non pas uniquement par la Silicon Valley, mais par la Chine. Vous veniez de citer un exemple. Mais aussi par le Japon, par l'Inde, par la Corée du Sud, par Israël, pour certaines techniques. Donc, je crains malheureusement de devoir dire qu'au niveau de l'Europe, nous sommes quelque part dépassés, dribblés, et que nous aurions les possibilités de le faire, mais nous n'avons pas les capacités financières et industrielles de le faire. Et donc, nous devrons accepter, entre guillemets, des techniques qui nous seront imposées quelque part. Parce que là-bas, est-ce qu'ils ont des Nathalie Grandjean qui éthiquement étudient pendant une longue année tout ce que ces technologies peuvent apporter? Pensez pas. En Chine, je n'en sais rien. Je n'ai pas rencontré, dans les grands colloques où on se rencontre, je n'ai pas rencontré beaucoup de collègues chinois qui travaillaient sur les questions éthiques. Avant de voir, oui, dites-nous. Oui, je crois quand même qu'il ne faut pas exagérer. Non, des philosophes et des comités d'éthique existent, y compris dans la Silicon Valley. Par exemple, Google. Tout le monde connaît Google, je ne dois pas les définir, si ce n'est que pour 50% de leur budget,
il travaille sur la séance du vivant. La séance du vivant. Les séances du vivant. Ah oui, les séances du vivant. Ils ont une succursale, si je peux m'exprimer ainsi, Calico, qui s'occupe de sciences du vieillissement, de l'étude du vieillissement. Il y a toute une branche qui s'occupe de l'étude du génome humain. Donc, ils sont impliqués, y compris dans des sciences tout à fait précises au niveau du vivant. Nathalie? Oui, je voulais juste réagir. Bon, je veux évidemment pas charger mes collègues chinois que je ne connais pas, et ils sont probablement très bien. Quand même mal mise. Mais voilà, c'était pas l'intention. Mon intention n'était pas de dire ça, mais ce dont il faut se méfier dans les comités éthiques, et je ne vise personne en disant ça, mais c'est qu'il faut faire attention dans toute vision, enfin toute volonté éthique de légitimer les choses, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'ethical washing. Ce que j'appelle l'ethical washing. Donc on en parlait du greenwashing. Toutes les grandes entreprises à un moment se disent, voilà, comme Total qui rachète l'Empiris, se dit, voilà, il faut faire du verre. Il faut faire du verre. Bon, on sait bien que toutes ces nouvelles technologies doivent faire de l'éthique. Il y a une obligation, il y a une espèce de caution morale à avoir une espèce de label éthique. Et donc moi je suis assez prudente quand même. Là encore, je ne vise personne, je ne pense à personne en disant ça, mais il faut être assez prudent quand on dit, voilà, il y a des comités éthiques. Qui sont dans les comités éthiques, que font-ils? Est-ce juste du respect en fait du droit? Est-ce que c'est juste du respect des règles déontologiques? Bon, l'éthique, si vous voulez, c'est aussi un mot qui regroupe beaucoup de choses et qui est simplement parfois vu comme une caution morale et une manière en fait de se laver les mains d'un certain nombre d'enjeux qui sont vraiment très importants. J'abonderai dans le même sens, naturellement, et je mettrai les pieds dans le plat et je donnerai un exemple. Si le comité belge travaille de façon tout à fait démocratique et tout à fait normale, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je n'en dirai pas la même chose du groupement éthique européen. Et on peut détailler si vous voulez, mais cette composition... c'est pas toujours comme on se l'imagine. Tout simplement, il y a 15... Le comité est financé par de grands chercheurs, peut-être. Non, c'est sous contrôle directement de Barroso. Pour le dernier comité de bioéthique européen, 15 membres, dont 8 prêtres et théologiens. Voilà. L'enjeu est tellement grand, évidemment, qu'on va y venir. On va faire une petite parenthèse pour se faire un peu l'avocat du diable du transhumanisme et de toutes ces nouvelles techniques. Mais je voudrais peut-être vous proposer, avant cela, une petite parenthèse artistique, parce qu'on sait que le transhumanisme, on le connaît en fait depuis longtemps dans les romans, dans le cinéma, la science-fiction en fait grandement partie. On peut se rappeler de tout ce qui, en BD, parlait déjà dans les années 80 de ce rapport homme-machine. Je pense à l'œuvre de Jodorowsky-Mébius dans L'Incal ou Enki Bilal. Voilà, tous ces gens-là pensent depuis longtemps à cette transformation de l'homme via la machine. Eh bien, notre équipe est allée rencontrer dans un beau reportage François Scheuten, qui est vraiment l'homme, qui croque les villes et les mondes futurs de manière assez étonnante. Et écoutons-le, je vous propose. La relation entre l'homme et la machine, un thème qui fascine François Scheuten. Comment l'homme voit-il et utilise-t-il la machine? Cette machine peut-elle le rendre plus intelligent, plus performant? La machine peut-elle vraiment améliorer l'homme? Ces questions, le dessinateur les explore depuis des années avec son acolyte Benoît Peeters dans leur œuvre phare, Les Cités obscures. Ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes un peu devenus aussi, nous, des machines. Et en tout cas, moi, je me sens parfois une machine à dessiner. Et donc, je m'inscris un petit peu comme elle, à force. Je suis avec ma plume ou avec mon crayon ou avec ma table de dessin qui est elle-même un peu une machine avec ses contrepoids, cette façon de pouvoir bouger. Les sièges eux-mêmes sont des petites mécaniques. C'est ça qui m'a intéressé, c'est l'intimité que nous avons avec ces machines, qui s'est terriblement rapprochée de nous, et parfois même qui sont nécessaires à notre vie, tout court. Je ne suis pas sûr que la machine nous rende meilleurs. J'ai le sentiment simplement qu'elle nous permet de nous développer. À travers ses dessins, François Scheuten crée des univers parallèles, des univers imaginaires dotés d'une architecture et d'un mode de fonctionnement propre. Des univers complexes dans lesquels l'homme est capable du meilleur comme du pire. Ce qui m'intéresse dans les mondes utopiques, c'est
la capacité à ce qu'il nous projette, à ce qu'il nous permette de nous projeter dans une vision. Et il faut pour ça, pour qu'on puisse s'y projeter, il faut qu'il soit très crédible. Je n'ai pas spécialement envie de faire des images pour qu'on les construise, ni pour qu'on me dise « Ah, ça serait tellement bien ». Ce n'est pas tellement le problème, je trouve. Je ne suis pas là pour dire ce que sera le monde demain, j'en suis bien incapable. Mais par contre, ce que je trouve très intéressant et très nécessaire, c'est de le projeter. Projeter le monde de demain, imaginer un monde où les humains auraient atteint l'immortalité, François Scheuten l'a fait aussi au cinéma, en collaborant avec Jaco van der Merwe sur le film Mr. Nobody. Ici Julian Marshall, en direct de l'hôpital de New York. D'où je vous invite à assister au dernier épisode de notre série Les Derniers Mortels. Mr. Nobody va avoir 118 ans aujourd'hui et il n'a pas été télomérisé. Et il n'est pas non plus équipé d'un de ces merveilleux petits cochons cellules souches compatibles. L'immortalité, c'est terrible en fait. C'est terrible l'immortalité. Ça change complètement la vie et c'est effrayant. Parce que la seule chose qui est un acte fort, à ce moment-là, c'est se tuer. C'est le suicide. Puisque c'est la seule chose qui arrête. Sinon, il y a toute une série de choses qui disparaissent. Et c'est assez... on ne s'imagine pas les conséquences. C'est un sujet en soi. Et je ne suis pas sûr que j'ai envie d'être immortel, au vu de ça. En attendant d'être immortel, François Scheuten ouvrira son monde et son imaginaire au public dans une exposition, Les machines à dessiner. Une exposition mise sur pied avec son scénariste et acolyte Benoît Peters, à voir au Musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au 26 février 2017. Voilà une rencontre signée Vinciane Colson et Pierre Schoenbrot. Alors, est-ce que vous avez envie d'être immortel? Nathalie Grandjean, Charles Suzanne, est-ce que c'est possible d'être immortel? Là, on est dans l'utopie absolue ou pas? On est dans l'utopie. Ceci dit, allonger la vie, arriver à un vieillissement, mais avec une meilleure qualité de vie, oui, bien entendu. Est-ce que les recherches ne viennent pas de dire que notre limite humaine serait de 125 ans? C'est possible? Alors on pourrait se prolonger jusqu'à 200, 250 ans? On pourrait faire des atteintes. Nous avons une espérance de vie qui continue à croître naturellement et de 3 mois tous les ans. Ça n'est pas négligeable. Mais encore une fois, de là à arriver à la mort de la mort, comme certains disent, c'est tout à fait utopique. Mais je crois qu'il faut continuer ces recherches, elles sont importantes. En termes de vieillissement avec une bonne qualité de vie. Oui. Améliorer la qualité de vie, pas nécessairement au prix d'une quantité de vie utopique. Oui, parce qu'on va se faire l'avocat du diable, mais d'aucuns disent qu'évidemment, on sera trop sur Terre. On a déjà du mal là aujourd'hui. Ça va être une société, les sociétés vont être à 2 vitesses. Évidemment, ce sont les gens les plus riches qui pourront se permettre ces technologies-là. Voilà où en sommes-nous, Nathalie Grandjean, parce que vous disiez aussi que le transhumanisme, c'est un petit peu trop d'humanisme. On oublie là, dans ces théories-là la planète, l'environnement et la race animale. Oui, tout à fait. Pour moi, ce qui est intéressant dans le transhumanisme, effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie et de se dire qu'on va vivre mieux, pas forcément plus longtemps, mais mieux. En même temps, cela implique une surcharge quand même pour l'autre monde qui nous entoure, donc ce qu'on appelle les non-humains, les animaux et les végétaux, etc. Donc c'est aussi encourager une science, une technoscience qui continue à utiliser les énergies fossiles. Et donc voilà, c'est là où je suis aussi un peu sceptique. On parle, je trouve que la question de la justice sociale dans le transhumanisme est une question très importante. C'est vrai que on est déjà dans une médecine à 2 vitesses et le transhumanisme va prolonger, va accentuer cette justice à 2 vitesses, cette médecine à 2 vitesses, mais pour l'environnement aussi. Et donc là, moi, j'ai aussi du mal à me dire, finalement, nous vivrons plus longtemps, mais sur quelle planète vivrons-nous? Oui. Puis on va peut-être un peu s'embêter aussi, parce que si on vit plus longtemps, mais qu'on n'a plus trop de boulot, puisque tous les robots feront nos tâches quotidiennes ou notre travail, là, on retombe dans l'actualité. ING, Caterpillar, ça pose tout le problème aussi de la robotique et de ces nouveaux, peut-être, futurs humanoïdes qui vont prendre la place de l'homme. C'est un problème éthique, social complet, ça, Charles Suzanne. Mais je crois que nous nous trouvons devant une nouvelle société. Nous sommes déjà dans le transhumanisme quelque part. Et donc,
réfléchir à l'humanisme, au progrès de l'humanité, c'est réfléchir à cette nouvelle société. Et nos principes éthiques, ils sont importants, mais il ne faut pas s'enfermer dans des notions du 19e ou même du 20e siècle. Il faut, pour parler de progrès de l'humanité, envisager cette nouvelle société. Il faut aller de l'avant, toujours en étant éthique. Alors, vous citez, page 41, c'est terrible, je trouve. On parle de l'intelligence artificielle. Hein. Alors, vous nous dites que ça constitue une des menaces pour l'humanité. D'après Bill Gates, bon, on est quand même complètement dans la Silicon Valley, là, ou l'astrophysicien Stephen Hawking, qui, je vous cite, et vous le citez, je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourra mettre fin à la race humaine. C'est complètement effrayant. Pourquoi? Pourquoi disent-ils cela? J'insisterai dans cette citation sur le terme complet. Complète, voilà. L'intelligence artificielle complète. C'est-à-dire qu'ils veulent dire par ce terme complet que non seulement l'intelligence artificielle va dépasser dans certains domaines l'intelligence humaine, et ça c'est tout à fait réalisable et ce n'est pas de l'utopie, mais quand ils disent complet, ce serait également dans les sentiments, dans l'affect, dans les relations humaines. Et là, ce qui n'est pas le cas quand même. Nous restons humains avec nos émotions, nos peurs. Tout à fait. Cette peur justement que certains bioconservateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont contre le transhumanisme, ont, c'est pas tellement lié aux techniques qu'à notre intelligence limitée, vous pensez, Nathalie Grandjean? Bon, c'est lié à l'idée de changer notre capacité à être reconnus comme des êtres naturels. J'ai l'impression qu'on est dans une culture, enfin la culture occidentale, notre mythologie, si vous voulez, fait qu'on a besoin de se sentir appartenir à une certaine nature. Notre corps doit être naturalisé. C'est difficile de s'imaginer tant de changements. Exactement. Alors qu'on est déjà finalement dans un transhumanisme quotidien, puisque moi je porte des lunettes, c'est déjà une prothèse. Je suis déjà finalement dans un corps amélioré depuis très longtemps. On a un GPS qui nous aide à nous... Exactement. Je ne peux pas travailler sans Google. C'est un peu, voilà, j'ose le dire. On ne retient plus les numéros de téléphone. Exactement. Donc on a une série de prothèses cognitives, etc., qui nous augmentent et qui font en sorte qu'on n'est plus naturel. Et en fait, on n'a jamais été naturel. Vite pour terminer, parce que le temps est déjà bien écoulé. Rapidement. Il suffit de regarder nos enfants ou nos petits-enfants. Ils sont déjà dans le transhumanisme. Leur langage, c'est le numérique. Ils ont effacé les limites de l'espace et du temps. Et nous, nous réagissons encore de façon peut-être conservatrice, mais lorsque notre computer est en panne, nous paniquons rapidement. Alors la modernité, la technique, pour terminer, oui, mais avec de la justice sociale, de l'éthique et de la réflexion, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris mon ticket pour l'immortalité. Cela dit, j'aime bien à l'ancienne faire ma Bernadette Pivot. Et je vais vous offrir les livres. Alors à Charles Suzanne, j'offre le livre de Nathalie Grandjean. À Nathalie Grandjean, j'offre le livre de Charles Suzanne. Merci. Vous rappelez peut-être rapidement aussi le dossier de ce mois-ci, Espace de liberté. La revue est sortie, Sexe, genre et compagnie. Pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion dans le transhumanisme, Luc Ferry, la révolution transhumaniste. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour un grand entretien avec Tahar Ben Jelloun qui nous parlera de son tout nouveau livre, Le terrorisme expliqué aux enfants. À très bientôt, ciao ciao.